avant d'attaquer directement l'Union européenne, quelques préliminaires à partir du tract que nous distribuons dans les manifs contre la loi El Khomri à l'époque et les ordonnances Macron. C'est donc le tract que nous distribuons dans ces manifs. Les 10 vérités à connaître sur les ordonnances Macron. Simplement quelques petits rappels pour recadrer toute la manipulation faite par le gouvernement, le MEDEF, autour des lois et des ordonnances sur le Code du travail, pour montrer que les arguments utilisés, bien entendu, sont totalement fallacieux et que la contre-argumentation n'est pas au niveau. Alors, je reprends, parce que ce qui est dit, c'est que, par exemple, le Code du travail pénaliserait l'emploi. Il pénaliserait l'emploi parce que le Code du travail serait énorme par sa taille et par sa complexité qui découragerait les entreprises. Ceci est évidemment, d'abord ça n'est pas prouvé, mais c'est absurde parce que ça n'est pas du tout ce qui se passe. Et on peut faire d'ailleurs quelques comparaisons. Je donne 2 exemples. Pour les marchés financiers, la bourse de Paris, qui s'appelle aujourd'hui Euronext, ou Wall Street, bourse de New York, les règlements de ces bourses, ce sont des milliers de pages. C'est-à-dire le capital, lui, pour la gestion de ces opérations, peut avoir des réglementations qui font des milliers de pages, voire même des dizaines de milliers pour Wall Street, et le Code du travail, finalement, qui est un petit bouquin comme ça, là, ça pose un problème. Bon, je veux dire, là, on a franchement des arguments massifs pour démolir tout cela. Et puis, si on prend le CETA, ou le TAFTA, mais nous prenons le CETA, l'état actuel du dossier, c'est des milliers de pages. D'ailleurs, lisez le rapport ou la synthèse du rapport qui a été sorti là par cette commission mise en place par le Premier ministre, ils le reconnaissent eux-mêmes, des milliers de pages. Là, on ne dit pas que ces milliers de pages sont un handicap pour le commerce international. Donc, premier argument, là, il faut rappeler cette évidence. Et puis, un dernier argument, c'est que il y a une enquête qui est faite régulièrement par l'INSEE, différentes enquêtes, dont une qui demande aux employeurs quels sont les obstacles à l'embauche. Question simple, puisqu'on nous dit que c'est un obstacle à l'embauche, allons demander aux employeurs quels sont les obstacles à l'embauche. Et bien, ils répondent, et c'est une enquête d'avril 2017 de l'INSEE, quelles sont les barrières à l'embauche. La moitié disent c'est des difficultés pour embaucher. Un tiers ne rencontre aucune difficulté et les autres ne sont pas concernés car ils n'embauchent pas. Donc déjà, il y en a que la moitié qui disent avoir des problèmes pour embaucher. Alors quel problème ? Les problèmes, c'est d'abord l'incertitude sur la situation économique. Bon, d'accord, on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Ensuite, 28%, 27% difficulté à trouver de la main-d'œuvre compétente. Là, on peut à la fois reconnaître que le problème est réel, mais en même temps reconnaître qu'il suffit bien souvent d'augmenter les salaires et les conditions, les perspectives, l'environnement de travail, disons, pour trouver des gens compétents qui vont se manifester. Et puis la réglementation du marché de l'emploi, seulement 18%. Bon, c'est-à-dire que même les employeurs ne sont que 18% à dire que les barrières à l'embauche viennent de la réglementation du marché de l'emploi. Donc il y a autre chose. Le sujet n'est pas la réglementation de l'emploi, et il faut donc c'est de trouver pourquoi. Donc ça, c'est un premier argument. Un deuxième argument, c'est un sujet sur lequel on est passé un peu vite, à mon avis, c'est le fait que la ministre du Travail, Mme Pénicaud, est une ancienne DRH et que dans son cabinet, il y a des gens du MEDEF. Il ne s'agit pas d'une attaque personnelle, mais il s'agit de constater
qu'au cœur de l'État, la personne qui est ministre du Travail vient du capital. Et que dans son cabinet, ce sont des représentants du capital. Or, le ministre du Travail, il est censé faire appliquer les lois concernant le travail. Comment le peut-il dès lors qu'il est issu de la fonction de DRH d'un grand groupe et qu'il est issu du capital et qu'il s'entoure de gens venant du capital? Là, il y avait une contradiction totale, et ça fait le lien avec ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire que, en fait, il y a une cinquième colonne depuis des années qui a pénétré l'État. Cinquième colonne ultra-libérale, dont on voit là un effet avec ce cas particulier. Il aurait fallu, d'ailleurs ce n'est pas terminé, mais elle est sur le départ, parce qu'elle a des casseroles, et notamment les stock options dont elle a bénéficié. Mais raison de plus, comme elle est déjà condamnée, il faudrait l'achever. Voilà. Et lancer des pétitions, etc., pour exiger la démission de la ministre du Travail, parce qu'il y a conflit d'intérêts entre son origine et la fonction qu'elle est censée exercer. Et on le voit d'ailleurs dans l'activité qu'elle a eue jusqu'à présent. Et puis encore deux derniers points rapidement. C'est pas l'entreprise qui crée l'emploi. Ça, il faut le marteler, le remarteler. Il faut que les gens comprennent, il faut que ça rentre, il faut taper sur le clou. L'entreprise ne crée pas l'emploi. Et donc tout ce qui consiste à aider les entreprises marchandes à créer de l'emploi est vain. Pourquoi les entreprises ne créent pas l'emploi? Parce que l'entreprise marchande crée de l'emploi à une condition, si elle a un marché. Si elle anticipe un marché, si elle sent qu'elle a un marché et que ça se réalise. Ces anticipations se réalisent et elle va embaucher parce qu'elle pense qu'elle peut vendre. Et en effet, elle vend. Si elle a ces anticipations qui se réalisent, elle va devoir embaucher pour fabriquer les produits ou les services demandés par la population. Ça n'est donc pas de l'entreprise que naissent les emplois. Ça vient de l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que les emplois naissent si les consommateurs, les ménages, ont du revenu et qu'ils aient envie de dépenser ce revenu, pas de l'épargner, et de le dépenser dans des objets ou des services utiles, non périssables, enfin tout ce qu'on veut. Et donc cette réalité fait que l'emploi naît de la conjoncture économique. Autrement dit, si la conjoncture économique est favorable, c'est-à-dire que les ménages aient du pouvoir d'achat, qu'ils aient envie de consommer, il y a des emplois. Mais qu'est-ce que c'est que la conjoncture économique? La conjoncture économique est le résultat de différents facteurs, mais essentiellement, c'est un univers sur lequel l'État peut intervenir. Parce que la conjoncture économique, c'est un ensemble fermé. C'est le niveau des salaires, le niveau de l'inflation, le niveau du commerce extérieur, la productivité, les anticipations, le taux d'épargne, le taux d'investissement, ce sont toutes ces choses-là. Et bien sûr, toutes ces choses-là, les politiques, ce qu'on appelle les politiques macroéconomiques, peuvent influer sur la politique macroéconomique. Dans des conditions évidemment nouvelles aujourd'hui que celles que nous connaissions du temps des Trente Glorieuses, puisque désormais on peut toujours injecter du pouvoir d'achat, mais on finance la croissance de l'étranger. Phénomène de 81-82, Mitterrand fait une petite relance,
et ben, paf, ça aggrave le déficit commercial, ça ne crée pas les emplois attendus, le multiplicateur keynésien ne fonctionne plus, etc. Donc, ce qu'il faut dans la conjoncture économique aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a plus jamais eu de relance depuis 4 décennies, c'est qu'il faut prendre des mesures protectionnistes. C'est-à-dire, on peut faire une relance par la consommation, par l'augmentation des salaires, augmentation des revenus de transfert, une politique budgétaire accommodante, contracyclique, une politique monétaire, encore que là, on ne peut plus le faire. Mais tout ça, c'est très bien, sauf que c'est verser de l'eau sur du sable, parce que ça aggrave les importations. Donc il faut des mesures protectionnistes. Ça, c'est une question majeure et qui ne fait d'ailleurs que renforcer cet argument que ça n'est pas l'entreprise qui crée l'emploi. Ça, il faut l'expliquer, réexpliquer, etc. Parce que les gens, ils sont prêts, ils ne comprennent pas ça. Et quand on regarde les sondages depuis très longtemps, ils sont d'accord, par exemple, avec la baisse des cotisations sociales. Paradoxalement, si vous les interrogez sur l'impôt sur la fortune, ils sont scandalisés. Mais là-dessus, ils sont d'accord, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils croient que ça va vraiment aider l'entreprise. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont d'accord avec la baisse des cotisations sociales. Donc il faut s'expliquer et bien montrer qu'il y a 2 grands types de politique économique, celle de l'offre, celle de la demande. Et que le côté offre, c'est l'illusion, la croyance selon laquelle l'emploi, le développement économique va venir de la capacité de l'entreprise à innover, à proposer des produits innovants, nouveaux, en permanence, qui vont attirer les consommateurs. Mais ça, évidemment, c'est un facteur, il faut une politique de l'offre, il faut de l'innovation, sauf que l'innovation, petite parenthèse, c'est le contraire de la compétition, en fait, parce que le but de ceux qui innovent, c'est de se ménager une rente de situation, un monopole. C'est ça, le sujet. Et au contraire, face à cela, c'est les politiques de la demande, c'est-à-dire fondées sur le pouvoir d'achat des ménages qui vont adresser une demande aux entreprises permettant la création d'emplois, le développement économique, etc. Bon, je referme cette parenthèse, mais ça, c'est très important d'inverser les représentations dans la société parce que les gens sont prêts à tous les sacrifices, accepter les licenciements, accepter la baisse des salaires, accepter la baisse des cotisations sociales parce qu'ils croient vraiment que l'entreprise crée l'emploi. Et puis, lié à ça, l'emploi, ça n'est pas seulement l'emploi dans le secteur marchand. Autrement dit, il faut rehausser en dignité, en quelque sorte, l'emploi dans le secteur non marchand, ce qui est appelé les emplois aidés. C'est-à-dire, c'est comme des fauteuils roulants ou des déambulateurs. Ouais. On aide les gens parce que c'est des pauvres malheureux. C'est des handicapés, polytraumatisés, tout ce qu'on veut. Et donc, il faut les aider. Mais pas du tout. Les emplois non marchands, ce sont les emplois qui servent à créer de la valeur non marchande, de la valeur d'usage, valeur d'échange, valeur d'usage parce que ce qu'ils créent, c'est des services non marchands accessibles, utiles à la population, etc. C'est-à-dire que finalement les emplois non marchands sont même en dignité beaucoup plus importants, on pourrait même dire ça, que les emplois marchands. Mais comme par nature, ces emplois non marchands ne créent pas de valeur pour le capital, au contraire, ils coûtent au capital. Parce que c'est bien à partir d'un prélèvement sur le capital qu'on finance ces emplois non marchands. Eh bien, il faut donner l'impression que le seul emploi qui vaille, c'est l'emploi marchand. Donc, là, nous avons des explications à donner parce qu'on entend des trucs invraisemblables sur cette distinction emploi marchand, emploi non marchand. Les gens ne comprennent pas bien. Alors tout ça pour dire que
les ordonnances Macron et la loi El Khomri avant s'appuient sur toutes ces idées reçues, bien entendu, et qu'au sommet de tout cela, il y a les orientations, les recommandations de l'Union européenne. Et ça, c'est un mécanisme qui date maintenant de quelques années, c'est ce qu'on appelle le semestre européen. Et dans le cadre du semestre européen, il y a tous les ans des recommandations qui sont publiées par la Commission européenne, adaptées à chaque pays membre. Celles concernant la France ont été publiées le 11 juillet de cette année, 11 juillet 2017. Et Michel en a parlé dans un atelier précédemment, je ne vais pas revenir là-dessus. Je veux simplement donner quelques passages très brièvement pour montrer sur les recommandations du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2017. Alors, attendez, déjà dans l'intitulé, Programme national de réforme de la France pour 2017. En quoi ça concerne le Conseil européen? Là, on fait le lien avec ce qui a été dit ce matin. Le programme national de réforme, si la France veut se réformer, ça concerne la France. Si les Allemands veulent le faire, ben c'est un problème d'Allemands. Voilà, nous on regardera, ouais, bon, c'est bien, c'est pas bien. Mais ça concerne la France. Et donc on voit bien l'immixtion là qui s'opère. Et la justification, c'est qu'elle est la suivante. En tant qu'État membre dont la monnaie est l'euro, et compte tenu des liens étroits entre les économies de l'Union européenne, l'Union économique et monétaire, la France devrait veiller à mettre en œuvre intégralement et en temps utile la recommandation concernant la zone euro, qui est prise en compte dans les recommandations figurantes au point 1 à 4 ci-dessous. C'est-à-dire, pour traduire, c'est un chantage qui s'exerce sur chaque pays membre de la zone euro, au motif que s'ils ne font pas ce qui est demandé, ils mettent en cause tous les autres pays. Puisqu'il y a des liens étroits, ce qui est vrai, entre les différents pays, il y a la même monnaie, etc. Mais avec cet argument, on peut dire n'importe quoi. Et on peut dire que s'ils ne font pas ça, ça met en cause les autres pays, ça les divise, ça les oppose, etc. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, si vous lisez ce document, il faut jeter un petit coup d'œil. Vous verrez que ça rentre dans le détail très précis sur la fiscalité, sur tout ça, et que les ordonnances Macron, comme la loi El Khomri, sont des applications strictes de ces recommandations. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un cas tout à fait clair, prouvé, évident, que ce gouvernement, comme le précédent, ne fait qu'appliquer ce qui lui est demandé par le Conseil européen. Donc, les parlementaires, alors vous me direz, là c'est des ordonnances, c'est encore pire, mais les parlementaires auxquels on demande de voter des lois qui ne sont plus vraiment des lois, puisqu'elles sont élaborées ailleurs, et ce que l'on demande aux parlementaires, ce sont des chèques en blanc. C'est-à-dire que les parlementaires d'aujourd'hui n'exercent pas le moindre mandat, le moindre contrôle, la moindre décision, la moindre autonomie par rapport aux sujets qui sont mis en débat. Mais en débat, d'ailleurs, pas mis en débat, puisque précisément ce sont des ordonnances. Bon, voilà, c'était quelques rappels pour bien cadrer ce dispositif.